Merci Françoise Grossetête. Alors le Parlement réagit ou enrichit le travail de la Commission. Stéphano Soro, vous êtes chef d'unité en charge des produits pharmaceutiques, qualité, sécurité, efficacité, une direction générale qui a une nouvelle dénomination qui est la direction générale santé et sécurité alimentaire. Alors expliquez, puisque la Commission est à l'origine de ce projet, le processus qui est assez long au niveau européen est complexe, mais Stéphano Soro va dire que c'est un travail nécessaire parce que la réglementation actuelle est assez ancienne et que le travail va durer encore un certain nombre de mois, sinon d'années. Et puis expliquer sur le fond peut-être. J'espère pas. Merci beaucoup. Vous m'entendez même sans microphone? Oui. Merci. Alors, je vais parler de la procédure aussi. Je voulais d'abord vous remercier pour être là. C'est émouvant pour moi de voir qu'il y a de l'intérêt sur un sujet que je trouve extrêmement intéressant et enrichissant parce qu'on arrive à toucher toute l'architecture réglementaire du médicament vétérinaire, ce qui est quelque chose d'impensable du côté médicament humain. Là, on y va morceau par morceau à partir des essais cliniques jusqu'à arriver à la pharmacovigilance. Je vais vous donner en 5-7 minutes certains éléments. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la proposition. Et puis il y aura questions-réponses et on pourra aborder des aspects plus spécifiques. En fonction d'un certain nombre de thèmes qu'on essaye de sérier. Bien sûr. Alors, d'abord, contexte de la proposition. Le contexte est un constat d'insuffisance ou d'usure du cadre réglementaire qui est en vigueur aujourd'hui. Il commence à montrer ses limites du fait qu'il s'agit d'une directive, donc elle a été transposée en droit national de façon parfois assez créative par les États membres. Et la directive leur laisse des marges de créativité aussi dans certaines dispositions. Et aussi du constat que les besoins du secteur vétérinaire diffèrent de ceux du secteur de la médecine humaine. Cette année, on fête les 50 ans de la législation européenne sur le médicament. Le médicament vétérinaire a été compagnon de route pour la plupart de ces parcours. Mais le blueprint, le modèle est celui, le modèle réglementaire est tout d'abord un modèle inspiré ou pensé pour le médicament à usage humain. On a décidé de prendre les besoins du secteur vétérinaire comme point de départ de notre réflexion. Le fait, je ne dois pas vous expliquer, le fait qu'on a des espèces, le fait que le médicament vétérinaire a un impact sur la chaîne alimentaire, etc., etc. Le fait que l'industrie est totalement différente, il s'agit là d'une médecine complètement privée. Le chiffre d'affaires de l'industrie du médicament vétérinaire est moins de 3% de celui du médicament à usage humain. Il n'y a pas de remboursement, il y a le clivage entre animaux de compagnie qui font presque 40% du chiffre d'affaires à niveau global et européen, et les animaux chaîne alimentaire, etc., etc. Donc, on a voulu essayer de réunir au sein de ce règlement les dispositions réglementaires pour les médicaments vétérinaires avec une approche spécifique. Alors, je parlais d'usure du cadre réglementaire actuel. Quels sont les problèmes les plus évidents qu'on a constatés? On a fait un long exercice, quand on parlera de la procédure, je vais dépenser 30 secondes sur ça, des consultations des parties prenantes, des États membres, des professionnels, etc., qui a duré des années. Constat numéro 1, le nombre de médicaments vétérinaires autorisés dans l'Union est insuffisant. On va de 2700, 2800 en France à moins, et en Allemagne plus ou moins, à moins de 300 en Islande et à Malte. C'est vrai, c'est des petits pays, mais si vous regardez les différences en absolu et en relatif pour les médicaments à usage humain, c'est très différent. En plus, en total, on a presque un demi-million d'AMM, d'autorisations de mise sur le marché en Europe pour les médicaments à usage humain. On en a quelques dizaines de milliers peut-être pour les médicaments vétérinaires. Ce problème d'insuffisance est particulièrement aigu en ce qui concerne deux axes de problèmes. Un, c'est les espèces mineures, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas du côté animaux de compagnie, chiens et chats,
Et du côté chaîne alimentaire, bovin, ovin, poulet et porc. Tout le reste, c'est des espèces considérées mineures du point de vue réglementaire. Et on a des problèmes qui sont particulièrement aigus pour les abeilles, sont particulièrement aigus pour des raisons aussi environnementales dans l'aquaculture, parce qu'on jette des médicaments dans l'eau. Il y a des risques pour la santé et le bien-être animal, il y a des risques pour la santé humaine, il y a des conséquences économiques pour le secteur agricole, et il y a des implications professionnelles et juridiques pour les vétérinaires. Le deuxième problème, disons en ordre alphabétique, c'est la résistance aux antibiotiques. C'est une menace pour la santé humaine et animale. Il y a un plan d'action de la Commission qui a été présenté en 2011 au Parlement, au Conseil et au public, où il y a 2 actions spécifiques pour les médicaments vétérinaires, où la Commission s'engageait déjà à faire certaines choses lors de la prochaine révision du cadre réglementaire pour les médicaments vétérinaires, et c'est ce qu'on a fait. Voilà, les objectifs spécifiques de cette révision. Alors, on veut accroître la disponibilité des médicaments vétérinaires. On veut alléger les charges administratives. On a fait une analyse d'impact qui nous a montré que 13%, les charges administratives, administrative burden, je crois qu'en anglais, c'est un mot plus chargé du point de vue sémantique, c'est vraiment le fardeau administratif. Voilà. Le fardeau administratif pour l'industrie, c'est 13% du chiffre d'affaires. Et ce n'est pas l'industrie qui nous le dit, pas seulement l'industrie qui nous le dit, c'est assez extraordinaire et je crois que c'est aussi une conséquence du couplage réglementaire avec les médicaments à usage humain. On veut stimuler la compétitivité et l'innovation parce que, évidemment, cette commission et la commission de M. Barroso aussi ont en tête d'affiche de leurs objectifs croissance et emploi, mais pas seulement ça. On veut mettre à disposition des vétérinaires, des propriétaires d'animaux, des éleveurs, des médicaments spécifiques pour le nombre plus élevé d'espèces et de maladies. C'est une question aussi de bien-être animal et c'est une question dans laquelle on va s'engager, on s'est engagé, on va s'engager très fortement en essayant d'expliquer ce qu'on a voulu faire avec les organisations, les ONG environnementales, etc. Il y a un problème peut-être parfois avec des substances, des problèmes environnementaux liés à certains médicaments. Il y a aussi le fait que si vous n'avez pas des médicaments spécifiques pour traiter certaines maladies pour des animaux, notamment dans la chaîne alimentaire, la seule chose qu'il vous reste à faire, c'est d'abattre des animaux. C'est que du point de vue de la défense de l'environnement et de la santé animale, c'est pas désirable, disons, voilà. On veut améliorer, c'est pas acceptable, on veut améliorer le fonctionnement du marché intérieur. Il n'y a aucune bonne raison pour laquelle en France, il y ait 10 fois le nombre d'AMM qu'à Malte. Il n'y a aucune bonne raison. On a un marché intérieur. La base juridique de ce règlement est le marché intérieur et la santé, évidemment. Il y a une double base juridique. On veut avoir un marché intérieur qui marche. Donc, par exemple, on a, sur le travail qu'on a fait sur les procédures d'autorisation de mise sur le marché, le principe de base, c'est vous choisissez ce que vous voulez en tant que détenteur d'AMM. Si vous êtes petit ou votre médicament ne sert qu'à des espèces qui sont dans un nombre très limité d'États membres pour des maladies qui n'existent pas, c'est bien. Si vous voulez aller à Londres et avoir une AMM qui couvre toute l'Union européenne, c'est bien. Le principe est quand même que pour un médicament, il y a une évaluation scientifique. Parce qu'aujourd'hui, il doit y avoir des raisons solides pour répéter l'évaluation scientifique d'un médicament qui a été déjà approuvé dans un État membre. Dans la même philosophie, on s'est embarqué dans la proposition d'un exercice d'harmonisation de SPC. Voilà. On a des médicaments qui sont identiques, qui à cause de raisons historiques, de stratification administrative de l'autorisation à niveau national, ont des indications différentes pour des espèces différentes.
on veut essayer d'abattre ça, c'est un travail titanique, c'est gigantesque. Donc on va le faire, on a proposé de le faire par priorité. On va prioriser les classes de médicaments à soumettre à cet exercice, mais c'était nécessaire, et dire que c'est gigantesque, on ne va jamais terminer, ce n'est pas une bonne raison pour ne pas commencer. Voilà. Finalement, l'antibiorésistance, on va en parler, je suis sûr. On a un nombre d'articles dans cette proposition qui sont totalement nouveaux, qui répondent aux engagements de la Commission dans les plans d'action sur l'antibiorésistance et qui se basent aussi sur les meilleures pratiques dans les États membres comme la France, le Danemark et les Pays-Bas, où dans les dernières années on a réduit drastiquement l'utilisation d'antibiotiques vétérinaires, en des proportions allant jusqu'à 50%. Ici en France, j'ai lu, c'est juste presque 40% dans les 5 dernières années, ou 10 dernières années. Donc, on a essayé de regarder ce qui s'était passé, de parler avec les professionnels et de faire en sorte d'avoir des propositions réglementaires qui stimulent l'adoption de bonnes pratiques d'élevage et de bonnes pratiques vétérinaires de la part des producteurs. Voilà. Je m'arrête ici, je vois qu'on va revenir sur la vente en ligne aussi, ainsi que sur les détails de l'antibiorésistance. La procédure, on en est où, le Parlement et ensuite? La procédure, c'est une procédure typique de tous les actes réglementaires qui viennent de Bruxelles. On a commencé par une longue période, vraiment des années de consultation de toutes les parties prenantes, à partir des États membres, en allant jusqu'au Parlement, les parties prenantes institutionnelles et les parties prenantes sociétales. Voilà. On a fait des consultations publiques, on a fait des événements publics, on a fait des consultations ciblées, on a fait une analyse d'impact. On est arrivé sur le dernier wagon du dernier train de la commission Barroso, 1 heure avant que M. Juncker monte sur le podium en salle de presse et annonce ses portefeuilles, la commission Barroso a adopté la proposition. Tout de suite après, on a commencé le travail avec le groupe de travail du Conseil, c'est-à-dire des représentants des États membres. Entre-temps, le Parlement européen a nommé un rapporteur et on va commencer le travail aussi avec le Parlement européen. Et on a déjà une idée bien meilleure de quel sera le timing avec le Parlement européen que ce qui sera avec les États membres. Ça va être long et détaillé. Voilà.